Eh bien, bonjour, ça y est, je pense qu'on est en live. Bienvenue à tous. Je laisse les retardataires arriver. On a le temps, de toute façon, on a 1 heure devant nous. Je suis aujourd'hui avec Hélène et Franck. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue à ceux qui sont sur le chat aujourd'hui, qui nous suivent en live. Bonjour Jennifer, bonjour Laetitia. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal. Je m'occupe de Digiformag et OF Connect, qui est une communauté qui rassemble près de 4000 OF aujourd'hui en France. Et puis, donc, on a lancé ce premier événement qui a démarré mardi, les Auditeurs Day, qui est vraiment une première pour nous. On avait envie de marquer un peu le coup pour cette rentrée, de donner la parole aussi aux auditeurs, et puis peut-être faire un peu la rétrospective de ces 3 ans d'audit Calliope. La vague des renouvellements n'est pas tout à fait terminée. Je sais que certains le passent en septembre, en octobre, donc on arrive au bout. Et puis peut-être de penser un peu le futur de Calliope et de revenir aussi sur ce métier qui n'est pas toujours évident. Dans la posture, dans le référentiel. Donc là, l'idée, c'est qu'entre auditeurs et OF, on prenne la parole, on partage un peu notre vécu. Donc n'hésitez pas sur le chat aussi à nous dire, voilà, comment, est-ce que vous êtes auditeur, est-ce que vous êtes OF. Je vais faire passer un sondage d'ailleurs. Hop, là, vous l'avez normalement, tac, en ligne, pour savoir un peu qui nous écoute aujourd'hui. Vous avez l'onglet questions pour poser vos questions, profitez-en, et puis l'onglet chat pour prendre la parole et puis nous faire un peu remonter aussi ce que vous avez envie. On n'est pas là pour parler de Calliope, enfin on va en parler un petit peu, mais on est là pour parler vraiment de l'audit et du métier, de la relation entre OF et auditeur. Hélène, Franck, je vous laisse rapidement vous présenter, et puis après on commencera avec toi, Franck, sur cette partie métier. Ok, bon, je vais commencer. Alors, donc moi, je suis Hélène Couder, je suis basée à Paris 19e. J'ai une triple casquette. Je suis à la fois formatrice à la Ségos. Je suis auditrice depuis 2021 pour un certificateur et je suis aussi accompagnatrice et conseil pour Calliope. Et on verra justement la différence entre la posture d'auditrice et la posture de consultante. Mais je ne vais pas spoiler tout de suite. Voilà. Merci Hélène. Franck? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Franck Berland, je suis consultant formateur chez AFNOR Compétences. Donc, je réalise des actions de formation, évidemment, et du conseil aussi dans différents domaines, et notamment l'audit. Donc, depuis plus de 20 ans maintenant que je suis chez AFNOR Compétences, j'ai dû former 2500 auditeurs à peu près, et environ 200 auditeurs Calliope, donc peut-être des auditeurs que vous avez rencontrés dans le cadre des opérations de certification notamment. Voilà. Merci Franck. On va faire. Allons-y. Et bien là, je vois dans le sondage, on a quand même beaucoup plus évidemment d'OF que d'auditeurs qui sont évidemment en audit. Voilà, donc c'était compliqué de trouver une date pour avoir les auditeurs, mais je sais que beaucoup vont nous réécouter en replay. Donc, on va essayer quand même avec Hélène de défendre aussi votre parole, évidemment. Et puis, côté OF, nous, voilà, on va vous laisser aussi exprimer pendant cette heure de live. Est-ce que vous avez bien vécu vos audits? Est-ce qu'au contraire, il y avait des expériences que vous avez envie de partager? Donc, je vous remets aussi un petit sondage pour savoir est-ce que vous avez déjà peut-être mal vécu ou bien vécu vos audits? Donc, ça peut être sympa aussi pour Hélène et Franck de savoir un petit peu la difficulté que vous avez pu rencontrer. Franck, on peut commencer peut-être avec toi, comme tu as créé une formation pour les auditeurs, nous raconter un peu aussi ta vision du métier et en quoi c'est un métier qui est particulier et quelles sont un peu les qualités pour faire ce métier. Et après, Hélène, tu nous raconteras toi de ton côté ta vision un peu des choses et ta position aussi d'auditrice, consultante, indépendante, formatrice. Très bien, donc je vais commencer. Alors, c'est un métier passionnant, enfin c'est une mission passionnante, hein. Est-ce que c'est un métier? Certains en font métier, d'autres en font des missions. C'est une mission passionnante parce qu'elle permet de découvrir plein de choses. Et dans les qualités attendues d'un auditeur, d'une auditrice, la première, c'est l'ouverture d'esprit. Et je dirais que c'est encore plus important quand on parle de ce sujet Calliope, puisque dans les prérequis pour faire de l'audit, et notamment de l'audit de certification, si on parle de cela aussi, eh bien, il faut avoir une connaissance des OF. Et toute la difficulté quand on va faire de l'audit, c'est de réussir à oublier ce que l'on fait pour être capable d'accueillir ce que l'on va découvrir dans les OF, parce qu'il va falloir s'appuyer sur le référentiel,
respecter ce que dit le référentiel et pas inventer des exigences en plus du référentiel. Donc ça, c'est une deuxième qualité importante, hein, c'est cette capacité à rester strictement factuel, à la fois sur la prise en compte des exigences telles qu'elles sont formulées et dans le recueil des éléments que l'on va aller chercher pour pouvoir statuer sur le fait que les exigences, les critères, les indicateurs du référentiel sont satisfaits ou pas. Alors ça veut dire qu'il faut faire preuve aussi d'une grande humilité, hein, parce que on vient pas apprendre le métier, on vient pas dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est quand on fait de l'audit de ce type-là, on fait de l'audit de l'organisation, on fait pas l'audit des personnes. Donc ça, c'est pour le coup plutôt sympathique parce que on a une relation qui peut être beaucoup plus facile avec nos interlocutrices, interlocuteurs, et qui peut leur donner un peu plus d'espace dans leur expression sans avoir l'impression d'être passé au grill, même si malgré tout ils ont l'impression que c'est le cas. Mais c'est important qu'un auditeur se mette bien sur cette posture. J'audite l'organisation, je n'audite pas les gens. Je pose des questions aux gens qui représentent des fonctions, qui vont me permettre d'accéder aux éléments de preuve dont j'ai besoin pour statuer objectivement par rapport au référentiel. Et donc ça veut dire que on doit faire preuve d'une bienveillance permanente aussi pendant la conduite des entretiens, dans l'écoute, parce qu'évidemment, auditeur, hein, ça vient de l'audit, et ça veut dire on va écouter plus qu'on ne va parler, et surtout pas s'écouter parler. Les formateurs s'écoutent parler de temps en temps, hein, des craintes. Mais quand on est auditeur, on s'écoute pas parler, on écoute effectivement les réponses aux questions qu'on a pu avoir. Voilà, je dirais pour moi les trois principales qualités: ouverture d'esprit, une approche factuelle complète, humilité et bienveillance. Voilà, ça c'est des éléments importants dans la posture à la fois mentale, mais aussi la posture du langage non verbal qu'on peut avoir quand on va conduire des audits. Mais donc c'est pas forcément un métier qui est, enfin, tout le monde pourrait être auditeur en vrai, mais il y a quand même des qualités à avoir, des soft skills qui sont pas si évidentes. Donc je pense que c'est bien de le rappeler, et puis c'est bien de rappeler aussi effectivement qu'on n'audite pas la personne, mais qu'on audite l'organisme. Et ça, Hélène, toi qui es aussi sur OF Connect, on a vu pendant ces 2 ans et demi d'audit Calliope des gens qui se sentaient vraiment très impliqués parce que oui, ils sont salariés. En fait, mais même quand tu arrives dans un OF, les gens, tu as l'impression que tu es la directrice ou que tu es l'examinatrice et que les gens sont alors que ce soit un petit OF ou un grand OF, il y a un espèce de moment solennel où on se dit oh là là, comment ça va se passer, tout ça, est-ce qu'on lui offre un café ou pas, et effectivement il faut, je pense, je vais rebondir sur ce qu'a dit Franck, parce que moi je suis tout à fait d'accord sur les qualités que tu as présentées. C'est vraiment ce qui va faire un bon auditeur pour moi. J'en rajouterai une autre, qui est la gestion du temps, parce qu'on est dans un cadre très strict. C'est codifié, on doit faire notre travail dans un certain laps de temps qui a été codifié, validé par le responsable de l'audit, de l'OF. On a aussi différentes phases pendant l'audit. C'est à la fois quelque chose où on va être dans l'échange, dans l'écoute, comme disait Franck, dans le fait de découvrir aussi le domaine de compétences de l'OF, parce que c'est vrai que on peut auditer des OF qui n'ont absolument rien en commun au niveau de l'expertise, et donc on va se plonger. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est me plonger dans l'univers professionnel des OF. Mais à la fois aussi, on a une base très stricte à respecter, un canevas sur lequel on ne peut pas déroger, sur la façon d'organiser, la façon de commencer un audit, la façon de clôturer l'audit, enfin voilà. Et donc, ça veut dire que c'est à la fois, je pense que c'est le plus difficile pour ceux qui commencent l'audit, c'est d'avoir le bon équilibre entre à la fois le moment d'écoute, parce que comme disait Franck, les formateurs aiment bien parler. Donc ensuite, il faut les écouter. Puis il y a un moment, il faut quand même surveiller l'heure et leur dire on va peut-être passer à l'indicateur suivant, parce que bon, voilà, c'est vraiment cet équilibre entre l'écoute, la bienveillance, la découverte de l'expertise métier, et puis à la fois aussi le cadre qui est quand même assez codifié, qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pendant la journée d'audit.
Et toi, Hélène, est-ce que, bon là, il y a quand même, tu as fait quand même pas mal d'audits, et puis Franck, Oui, toi, tu as vu passer aussi tes partenaires, enfin beaucoup. Un peu plus d'une centaine dans Bon. mon Et giron. alors, forcément, on va raconter des anecdotes aussi hein, d'auditeurs, les moments un peu délicats, les choses que tu as constatées. Je pense que tu n'as pas vu un seul web similaire, si je dis pas de bêtises. Tu as dû voir des gens de tous les domaines de formation, Oui, de tous les et puis il y a toujours une surprise en fait. Parce que ouais. alors donc nous on a le BPF parce que le BPF sert à établir la durée de l'audit, donc on peut regarder le BPF si on veut, mais c'est pas ça qui va nous dire. On peut regarder le site internet, on va regarder le site internet, on va avoir des éléments, mais après la façon dont l'OF, la spécificité de l'organisme, la façon dont il est organisé, ça on va le découvrir pendant l'audit. Tu fais jamais toi en amont, enfin en tout cas je sais pas comment vous vous organisez, mais toi tu prends pas le temps en amont de, après c'est toujours pareil, tu vas voir le site, tu vas pas creuser un peu quoi, tu restes quand même. Alors ça dépend des certificateurs. Je sais qu'il y en a qui demandent que l'auditeur prenne directement contact avec l'organisme pour communiquer sur le plan d'audit. On doit envoyer un plan d'audit et tout ça. Moi il se trouve que là où je travaille, ce n'est pas moi qui le fais. C'est l'équipe commerciale et en relation avec le client. Donc moi, c'est vrai qu'à part s'il y a une problématique particulière, je n'ai pas forcément de contact avant. Ok. Je garde quand même, ils ont mes coordonnées, s'ils ont besoin, s'ils ont une question, tout ça, notamment une question sur l'échantillon, par exemple. Hein, on peut essayer, mais non, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, il y a une partie découverte quand même. Voilà. Ce qui est intéressant, hein, parce que c'est vrai que moi, je suis formatrice, donc forcément, les problématiques métiers, ça me plaît de découvrir des formations différentes. Et donc, c'est très enrichissant au niveau humain. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose. Après, toi, Franck, tu préconises, enfin je sais pas, chez AFNOR, vous préconisez aussi de pas forcément faire beaucoup de recherches avant ou c'est pas un point pour vous? Dans la, dans la préparation, il est indispensable effectivement de se préparer déjà. Hein. Il n'y a pas deux audits qui se ressemblent, même si on peut avoir des plans d'audit qui sont presque les mêmes. Mais entre un audit où j'ai ce que j'appelle moi tout seul formation ou un ou deux formations et un organisme où on a 20 collaborateurs ou 50 collaborateurs, forcément les exigences sont les mêmes. Ça, c'est important de ne pas oublier ça. Et donc, en tant qu'auditeur, il ne faut pas perdre ça de vue. Mais c'est évident qu'on a besoin de comprendre là où on va mettre les pieds pour ensuite être capable, justement, je voyais passer un ou deux commentaires là, de faire preuve de cette intelligence situationnelle, de dire, OK, on va quand même adapter au contexte, non pas l'exigence, mais la mise en œuvre des activités, des actions, des pratiques, de ce qui est prévu pour l'organisme au regard de son contexte. Évidemment que je ne dois pas arriver avec déjà des réponses toutes prêtes, donc je dois être capable d'accueillir vraiment toutes les possibilités imaginables de réponse aux exigences. Et ça, c'est une vraie difficulté quand on est soi-même dans un organisme de formation, parce qu'on a une façon de penser, une façon de s'organiser, une façon de faire. Et donc, on peut être facilement déstabilisé quand on se retrouve dans un organisme où il n'y a pas du tout de documents. Et alors, il n'y a pas de documents, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Donc, la préparation, c'est important aussi psychologiquement pour se dire, attention, là, je suis dans un organisme où il faut que j'accepte que je vais peut-être voir très peu de documents. Ça n'empêche pas que ça fonctionne. Voilà, par exemple. Hein. Donc, il faut préparer. Oui, on va regarder le site internet nécessairement, d'accord. Mais après, on va pas. De toute façon, on ne va pas parce qu'on n'a pas regarder des tonnes de documents. On ne va pas éplucher. Alors oui, par exemple, on ne va pas éplucher les fiches de formation. De toute façon, c'est pas notre rôle de discuter du contenu. Hein. Moi, il m'est déjà arrivé que les personnes croyant bien faire m'envoient une tonne de documents préalables et donc on ne fait pas l'audit avant l'audit. Ok. Ça fait partie des règles de base. Donc effectivement, en plus il y a la notion d'échantillonnage qui est importante. Donc de toute façon, et puis comme disait Franck, je pense qu'il ne faut pas calquer sur l'audit nos propres méthodes en tant qu'organisme ou en tant que spécialiste de la formation.
il faut y aller de façon ouverte d'esprit en disant voilà, montrez-moi, expliquez-moi, je veux comprendre comment vous fonctionnez. Alors souvent les audités, surtout quand c'est la première fois, disent oh, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous mettre à vous comprendre notre process parce que c'est bien spécifique. On est dans un domaine, par exemple un domaine d'industriel très précis avec des formations. Rien que le titre, vous comprenez pas ce que c'est, hein, mais c'est pas grave. Expliquez-moi comment vous faites, quel type de stagiaire, tout ça. Et donc c'est dans l'échange qu'on va rentrer dans la spécificité de l'OF. Et l'idée, moi ce que j'aime bien en commentaire ensuite après coup, c'est quand l'OF me dit ah ben j'ai l'impression quand même que vous nous avez écoutés dans nos spécificités, même si on a respecté le référentiel à la lettre. Mais au niveau dans l'écoute, dans le non-jugement et dans la diversité des façons de valider ce référentiel, ils se sont sentis écoutés, quoi. Et puis il y a un travail que vous faites, vous auditeurs, enfin on a beaucoup parlé, Hélène, hein, c'est d'arriver face à des personnes qui des fois sont paniquées. Alors je parle pas de ceux qui sont pas honnêtes, ça c'est encore un autre sujet, mais on pourra en dire un mot. Mais en tout cas des personnes qui sont un peu paniquées, et donc vous devez gérer l'émotion de l'OF. Et puis en même temps la vôtre qui des fois, peut-être que toi tu es fatigué aussi, t'as eu un problème de transport. Des fois on est juste malade. Voilà. Et est-ce que tu as des histoires à raconter aussi, toi de ton côté? Moi, j'ai eu effectivement quelques pleurs. Des personnes qui font dans l'arme parce que elles se mettent trop de pression. Et donc, il y a un moment où l'émotion sort. Bon, là, voilà, on prend quelques minutes de pause. La personne sort faire un petit tour dehors. Voilà, enfin, on n'est pas, voilà, ce qu'il faut, c'est que les émotions, elles sortent. Alors, c'est plus facile de faire ça quand on est en présentiel plutôt qu'en distanciel. Là, on parlera de l'audit distanciel qui est intervenu principalement pour ceux qui avaient ça, soit l'audit initial quand c'était le Covid, soit l'audit de surveillance, effectivement, quand c'est allé. Et c'est vrai que c'est plus difficile de gérer le côté émotionnel de la personne à distance. Mais sinon, écoutez, que ça soit des crises de larmes ou du mécontentement, il faut gérer la personne, mais ça se fait en bonne intelligence. Il y avait une question de Michel, enfin une remarque plutôt, effectivement, parce qu'on avait noté avec Jimmy mardi, on a parlé un peu des profils des auditeurs Calliope, et lui a estimé à 90% le nombre d'auditeurs qui étaient indépendants, donc qui n'étaient pas en CDI pour un certificateur, qui étaient à la fois comme toi, Hélène, consultant, formateur. Du coup, c'est pas forcément évident, comme dit Michel, d'être à la fois auditeur et de pas tomber dans le conseil. Moi, je me rappelle chez Digiformat, on avait eu à un moment donné un auditeur effectivement qui faisait des remarques sur notre tout ce qui était un peu plus RH. C'était pas son rôle, mais après chacun effectivement, de par son expérience, son bagage, va peut-être amener des choses qui se concernent pas l'audit Calliope. Comment vous faites vous pour pas tomber dans ce travers et voilà, et tenir le cap de la casquette auditeur à 100%? Alors, d'un point de vue, on va dire théorique, je vais aborder ça comme ça. Encore une fois, il faut se mettre mentalement dans la posture de je suis auditeur. Là, je démarre ce matin, je vais faire un audit. À partir du moment où je dis bonjour, nous sommes là pour faire un audit, je quitte toutes mes autres casquettes et je deviens auditeur et je reste auditeur tant que j'ai pas dit l'audit est terminé. Et être auditeur, ça veut dire que je dois me préoccuper avant tout des critères d'audit qu'on me demande d'examiner et d'aller chercher dans l'environnement que j'ai à examiner les éléments. Et donc, je n'ai pas à porter de jugement là-dessus. Le terme de jugement est quasiment interdit en audit de système, d'accord ? On fait une évaluation objective basée sur des preuves. Donc, évidemment que de temps en temps, ça peut être frustrant intellectuellement quand on voit certaines situations en disant mais voilà, qu'est-ce qui se complique la vie, etc. Mais ok, c'est tant pis, on n'est pas là pour ça. Là, on est auditeur et strictement auditeur. Et même si on nous demande notre avis, bon, de temps en temps, je pense que ça doit déraper un tout petit peu, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça suspendus à ne pas savoir quoi. Mais il faut rester dans cette posture-là parce qu'autrement, forcément, on risque d'induire des
des idées, des pratiques qui sont pas pertinentes. Et il faut être très clair aussi, l'auditeur n'a pas à avoir d'exigence sur la mise en œuvre d'une quelconque exigence. On n'a pas à imposer une façon de faire, un support, un document. Ça, c'est hors de question, quoi, hein. Et je parle bien de Calliope. Dans le guide de lecture, hein, qui est un peu l'outil de référence, il y a des exemples de preuves. Ce sont des exemples de preuves. Ce ne sont pas des obligations en aucun cas. Voilà. Donc, il faut accepter que, effectivement, les réponses peuvent être diverses. Et donc, on n'a pas basculé, hein, pas du côté obscur quand même pas, mais. Non, mais il faut savoir, effectivement. C'est pas notre rôle. Et on n'a pas non plus à dire, c'est comme ça qu'il faut faire, et j'attends ça, autrement, je considère que le critère n'est pas satisfait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la principale difficulté, hein, quand on commence les premiers audits. Ça et la gestion du temps. Excusez-moi, je remets la gestion du temps parce que c'est vrai que c'est quand même un cadre. Enfin voilà, c'est difficile d'entretenir effectivement la relation, d'écouter tout ça, tout en gardant un œil sur l'horloge et sur l'avancement. Surtout si en plus vous faites du multisite ou vous avez plusieurs interlocuteurs. On vous dit, voilà, monsieur machin sera disponible à 16h. Enfin bon, bref. Et donc, effectivement, la principale difficulté, c'est comme disait Franck, je ne plaque pas sur l'OF mes solutions. Voilà. Mais par contre, je vais leur demander de me proposer, de me présenter leur process et d'étayer ce qu'ils disent. Parce que souvent, ils vous disent, oui, on fait comme ci, on fait comme ça. D'accord, ok, bon. Mais donnez-moi des éléments de preuve pour justifier vos pratiques. Parce que ce n'est pas tout d'avoir un process qui est défini. Il faut quand même pouvoir l'étayer avec des éléments qui, effectivement, jalonnent le process. Ou alors, vous changez de process, d'accord, très bien. Vous avez tout à fait le droit. Vous avez changé de process entre l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement, il n'y a aucun souci. Par contre, donnez-moi des éléments de preuve pour étayer le fait que vous avez changé de process. On parlait là des audits alors à distance. Tu en as fait aussi à distance, hein, Hélène. Tu as fait un peu les deux formats, présentiel et distanciel. Est-ce que tu peux nous relater un audit parce qu'on parle de posture, on parle d'expérience aussi, que toi, en tant qu'auditrice, tu n'as plutôt pas très bien vécu. Et à l'inverse, peut-être un exemple d'audit où vraiment là, c'était hyper chouette, quoi. Le problème des audits de surveillance, c'est qu'il y a deux choses. Il y a premièrement la qualité de la connexion, tout simplement. Et ça, c'est pareil pour les formations à distance. Hein, voilà. Sachant que je vous dis, c'est quand même très minuté, donc on ne peut pas non plus perdre 3/4 d'heure à essayer de se connecter. Ou voilà. Et puis, l'aisance de la personne du responsable de l'OF à présenter les documents en partage d'écran, en présentant les bons éléments. Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus difficile pour arriver sur ce genre de choses. Surtout que moi, à l'époque, je parle à tous ceux qui ont fait la surveillance en 2023, 2022-2023, à part si vous étiez nouvel entrant, vous aviez qu'une demi-journée. Et donc, le timing, c'était compliqué. Les surveillances étaient compliquées parce qu'il fallait à la fois aller suffisamment vite pour voir tous les indicateurs qui étaient obligatoires ou qui nécessitaient effectivement une validation, et puis garder ce côté relationnel, parce que c'est vrai que c'est quand même, c'est une relation humaine, donc c'est sûr que sur la surveillance, j'ai vu dans le chat que ça demandait si on pouvait demander un présentiel. Il y en a de plus en plus qui demandent des présentiels, qui vont donc acceptent d'avoir un surcoût pour les frais de déplacement, mais qui se disent, je préfère dans leur relation, je préfère avoir un échange avec la personne en face de moi, ou la spécificité, par exemple, je prends un exemple, la plupart de vos documents sont sur des classeurs, vous avez tout à fait le droit d'avoir des classeurs. Bon, un audit en distanciel, si tous vos documents sont sur des classeurs, ça va compliquer. Voilà. On y arrive, hein, mais ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc, effectivement, alors que c'est vrai que quand vous êtes là-bas et puis vous imprégnez, vous imprégnez de l'endroit, vous voyez où sont accueillis les stagiaires, vous voyez les conditions dans lesquelles l'OF
exerce son travail, exerce, ouais. Avec ses équipes aussi, parfois. Des formateurs, enfin bon, voilà, c'est bon. Enfin bon. Moi, oui, Franck, vas-y. Ouais, juste pour, donc, je vais passer la question présentiel, distanciel. Déjà, un audit à distance, hein, le principe, et ça, c'est la définition même dans la norme des auditeurs. Hein. L'audit à distance, c'est dès lors que l'auditeur n'est pas sur le même lieu que la personne interviewée. Donc, quand on a un entretien téléphonique dans le cadre d'un audit, c'est l'audit à distance aussi. Hein. La visio, c'est un des outils de l'audit à distance. Donc, évidemment, ça s'est bigrement développé avec suite au confinement et l'accessibilité à tous ces outils qu'on utilise aujourd'hui. Mais il faut savoir que l'audit à distance, c'est pas une nouveauté qui est née avec le confinement. Hein. Ça existe depuis 40 ans, l'audit à distance, hein, d'accord. Et la preuve en est, c'est que la norme de référence pour les auditeurs, l'ISO 19011 en l'occurrence, hein, qui sont les lignes directrices pour l'audit des systèmes de management, dans sa version 2012, elle parlait déjà d'audit à distance. Donc voilà, c'est pas de nouveau. Hein, oui, c'était pas pour une problématique. Non, mais on est d'accord. Donc, l'audit à distance, c'est dès lors qu'effectivement, on n'est pas sur le même lieu que la personne interviewée. La différence, potentiellement, on va dire qu'en audit à distance, on potentiellement perd moins de temps parce que on se déplace pas. Alors, à condition, effectivement, comme disait Hélène, que les conditions sont bonnes, que les gens soient connectés, etc. Maintenant, évidemment, l'échange, le langage non verbal, tout ça, on voit pas. Donc, voilà, il y a des avantages à l'audit à distance, pour les deux parties d'ailleurs. Hein. Et puis après, bon, il y a des contraintes aussi, accessoirement. Est-ce qu'il y a des choses pour tous les deux, en tant qu'auditeurs, qui sont vraiment rédhibitoires? Est-ce que vous avez, vous, Franck, chez AFNOR, et toi, Hélène, tu as déjà eu à faire face à des clients, à des OF qui vous ont malmené, mal reçu, et où vous vous dites, là, la frontière est franchie, l'audit ne marchera pas, on arrête. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Non, j'ai jamais eu on va dire, on appellerait ça un incident qualité. Je sais même pas si, je sais qu'il y a une procédure si ça se passe, mais moi, j'ai jamais eu à le faire. Non, j'ai pas de retour d'info d'une situation qui a pu se produire comme ça. Donc, on a pu avoir des cas où effectivement il a fallu faire un arrêt sur image pour remettre un petit peu les choses à leur place en disant bon, voilà, attention, le rôle de chacun et puis le rôle d'un auditeur, c'est pas de venir, excuse-moi l'expression, mais venir tout casser et venir forcément trouver ce qui va pas. On vient pas chercher ce qui va pas. On vient regarder la réalité et devoir démontrer, c'est à l'auditeur de démontrer, hein, que les critères d'audit, donc les indicateurs pour Calliope, les indicateurs sont satisfaits ou pas. Donc, c'est pas l'auditeur qui met une non-conformité, en tout cas ça doit pas être ça, c'est il y a une non-conformité, s'il y a une non-conformité, il y a un écart et ensuite cet écart c'est ou pas une non-conformité. Donc là aussi dans la posture de l'auditeur, faut se mettre ça, c'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, hein, j'ai fini une des formations d'auditeurs Calliope et très clairement on écrit au tableau, pour moi c'est barré quoi. Pour moi on oublie, c'est pas pour toi, c'est il y a un écart ou il n'y a pas un écart, c'est pas pour toi. Et d'ailleurs, on en parlait en préparant le webinaire, cette question des non-conformités. On a vu beaucoup, Hélène, passer des audits avec beaucoup de zéro non-conformité. Et je ne doute pas que la plupart des OF, là, notamment qui sont dans ma communauté, ont beaucoup progressé, ont bien préparé. Donc, moi, je pense que c'est aussi des compétences qui ont, en 3 ans, qui se sont améliorées. Mais on parlait aussi de la difficulté parfois pour certains auditeurs à poser des non-conformités. Que c'est pas toujours évident, que des fois effectivement, bon alors ça dépend si on est très très strict, mais c'est vrai que moi on me disait normalement, s'il y a une non-conformité, on peut pas la lever pendant l'audit. Normalement elle est là, on la note, mais comment vous gérez cette partie-là, surtout toi du coup Hélène. Alors oui, vas-y, tu veux intervenir Franck déjà? Non, vas-y, je vais te répondre. Vas-y. Alors moi j'ai deux points à faire. Premièrement, pour ce qui est de la fréquence des non-conformités et le niveau général des audités, alors je parle global de tous les audités de France, quand les certificateurs, quand les auditeurs se rencontrent et discutent, c'est vrai qu'on avait identifié des non-conformités fréquentes au début du cycle Calliope.
qu'on ne retrouve plus forcément au bout d'1 an, 2 ans, parce que effectivement, je pense que les pratiques se sont améliorées et que les gens ont quand même compris. Il reste toujours des indicateurs qui peuvent poser problème, que ce soit sur un initial, sur un surveillance ou sur un renouvellement. Okay, pour ce qui est de la difficulté à mettre des non-conformités, en fait, peut-être au début enfin, je sais pas, peut-être que des auditeurs sur le chat pourront me valider ça. Peut-être qu'au début, effectivement, on a soit peur d'avoir la main trop lourde, ou peur de ne pas avoir la main assez lourde. Enfin, effectivement, et c'est tout le travail donc des certificateurs et tout le travail de formation des certificateurs en interne pour harmoniser les pratiques, pour harmoniser effectivement l'interprétation du guide de lecture, selon effectivement ensuite les consignes du COFRAC, parce que donc oui, on en parlera, mais les auditeurs sont eux-mêmes audités par le COFRAC. Je pourrais vous en parler parce que moi ça m'est arrivé l'an dernier. Et donc effectivement, et puis après, du moment que le certificateur nous a bien formés, qui nous a expliqué ce que c'est qu'une non-conformité, ce que c'est qu'une mineure, ce que c'est qu'une majeure, dans quel cas on met une mineure, dans quel cas on met une majeure. Ben, après, en fait, c'est voilà. Après, c'est assez facile parce que on apprécie de façon assez rapide si les éléments de preuve sont suffisants pour pour satisfaire un indicateur, ou si ça va aller sur une mineure ou une majeure. Sachant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une codification qui fait qu'on est assez à l'aise ensuite après pour mettre, voilà. C'est plus comment le client comment annoncer une non-conformité ou comment lui faire, comment dirais-je, accepter sa non-conformité. Oui, parce qu'il y a des débats parfois, j'imagine bien voilà, ils se sont mis une pression de dingue, souvent, voilà, donc que ce soit le responsable de l'OF ou un de ses salariés. Et là, on leur dit, ben voilà, ça va être une non-conformité. Et donc, il y a toujours un moment un petit peu... donc, c'est dans la façon d'expliquer la non-conformité, dans la façon d'expliquer, effectivement, pourquoi on la met, qu'est-ce qui... Voilà. Pourquoi elle existe. Pourquoi elle existe, effectivement. Effectivement, c'est un moment un petit peu délicat. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu des discussions, des fois, sur certains indicateurs où les personnes n'étaient pas d'accord avec. Enfin, on avait une discussion un peu animée sur un indicateur, mais j'ai pas eu de contestation vraiment où la personne voilà, porte plainte ou enfin. Un recours, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, un recours, parce qu'il y a toujours possibilité d'avoir un recours. D'ailleurs, c'est ce que je dis sur le chat. Il est prévu, chaque certificateur a un moyen de recevoir des plaintes si jamais il se passe quelque chose avec l'auditeur. Hein. Vous n'êtes pas tout seul quand même. Ouais. Et l'auditeur peut être récusé, alors pas en plein audit, c'est rare quand même, c'est même pas souhaitable, mais on peut très bien effectivement récuser un auditeur pour la fois suivante, hein, puisque assez classiquement, l'auditeur qui a fait l'audit initial va conduire l'audit de renouvellement, enfin non pas de renouvellement, de suivi, pardon. De surveillance. De surveillance. Donc, si ça se passe mal, si on s'entend pas bien, on a le droit de retourner vers l'organisme certificateur pour dire ça s'est pas bien passé. Enfin, c'est même souhaitable de le signaler parce que évidemment, on a affaire à des femmes et des hommes avec toutes les qualités que ça peut avoir, mais aussi parfois des postures, des comportements qui sont pas optimum ou qui peuvent dériver avec le temps aussi, hein, forcément. Tout à fait. Donc, de temps en temps, on a besoin de recadrer un petit peu les gens et ça fait pas forcément de mal non plus. Quoi. Tout à fait. Et c'est aussi le cas pour l'auditeur. Hein. Si l'auditeur se sent et qu'il n'est pas capable d'avoir la posture avec la neutralité, la bienveillance et voilà, pour tout un tas de raisons, hein, il doit effectivement l'expliquer à son certificateur et le certificateur ira chercher quelqu'un d'autre pour avoir effectivement la prestation la plus neutre et la plus conforme au référentiel possible, quoi.
Et puis je me demandais aussi, là on va parler aussi des droits un peu et des devoirs. On parlait de qui paye le repas le midi, par exemple. Est-ce qu'on peut offrir des cadeaux? Enfin, question. Parce qu'en plus, moi je t'ai posé la question récemment parce que j'ai eu un petit doute, mais effectivement, ça c'est niet. On est d'accord. En fait, je sais pas, Franck, qu'est-ce qu'on dit en théorie? En théorie, on dit qu'on ne peut rien accepter qui nous rende redevables envers l'audité. Voilà. Vous arrivez dans une entreprise, on vous offre le petit bloc au papier en tête avec un stylo Bic. Ça va, quoi, on va rester calme. Et la tasse de café. C'est un agenda Mont Blanc, pleine peau avec un stylo Mont Blanc. Là, on va dire non. Voilà. Ok, à déjeuner, on mange un plateau repas en salle pour pas perdre de temps. Enfin, ça va, quoi. Ça va. Voilà, okay. Par contre, si effectivement, on va dire, bon, ce soir, on sort hôtel 3 étoiles, enfin, restaurant 3 étoiles, là, non. Donc, t'as déjà eu ça, toi, Hélène? Non, t'as pas eu ça, toi. J'ai eu un couscous préparé par les apprentis, effectivement, d'un centre de formation. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y avait de la réinsertion. Il y avait de la réinsertion professionnelle. En fait, c'était un organisme qui s'occupait d'insérer des jeunes en décrochage scolaire. Et il y avait un atelier cuisine. Et donc, j'ai eu droit au couscous, effectivement, préparé par les stagiaires. Donc ça, c'était bien. Ah ben, j'en profite pour ceux qui sont… Il y a quelques auditeurs qui sont avec nous. Mettez-nous aussi peut-être pour mettre en avant les OF qui vous ont un peu marqué, des formations un peu atypiques dans le chat. Comme ça nous fait aussi découvrir des nouvelles formations. On a parlé non-conformité. Alors, formation, c'est vrai que du coup, comment tu fais toi, Hélène, pour rester à jour, notamment avec la V9 qui t'est sortie là, ça avait été un peu une complexité là au printemps. Comment vous vous tenez à jour de tout ce qui se passe? Et toi, Franck, comment ça se passe chez AFNOR au niveau de la formation de tes auditeurs? Alors, il me semble, je vais parler sous le couvert de validation de Franck, il me semble que le certificateur doit assurer le maintien des compétences et la formation continue de ses auditeurs. C'est cela, Franck? Raisonnablement, oui. Et donc, ça peut se faire par tout un tas de choses. Ça peut se faire par de l'accompagnement personnalisé. Ça peut se faire par des séances ensemble sur telle ou telle thématique de formation continue et tout ça, où il y aura à la fois une partie d'échange. Parce que c'est vrai que l'auditeur est un peu tout seul dans son silo. Et c'est bien d'avoir, par rapport à une problématique particulière, de débriefer après coup, par rapport à une telle problématique et tout ça, de débriefer de tiens, comment vous auriez fait, qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce que j'ai eu bien fait de faire ça et tout ça. Donc c'est vrai que le REX me paraît essentiel dans tous les certificateurs. Je suppose que tous les certificateurs font des REX et des formations continues pour leurs auditeurs. Franck? Oui, effectivement, ce que font, enfin, je parle d'AFNOR certification, il y a de l'information qui est diffusée. Bon, il y a un espace dédié sur lequel il y a effectivement des messages de service entre guillemets qui passent aussi. Il y a des actions en région. Au niveau des auditeurs, on s'était posé un peu la question, il y a combien d'auditeurs Calliope aujourd'hui? Donc on est sur toute la France entre 1200 et 1400, on n'arrive pas trop à statuer. On en a environ 650 chez AFNOR Certification aujourd'hui. Donc c'est des journées régionales, c'est des journées nationales au cours desquelles effectivement on fait un travail de rappel de la posture éventuellement. Évidemment les commissions de normalisation par rapport au rapport qu'elles voient passer parfois peuvent identifier des points sur lesquels on dit il y a besoin de réétalonner un petit peu l'outil de mesure entre guillemets que représentent les auditeurs, donc avec notamment des jeux de mise en situation, pourquoi pas, ou des cas de figure qui sont proposés en disant voilà qu'est-ce que vous statuez, pourquoi. Donc il y a ce travail-là et ça n'empêche pas qu'il est de la responsabilité de l'auditeur de se tenir à jour de la connaissance notamment du référentiel et de ce qui est un peu autour du référentiel éventuellement aussi pour rester au contact des informations nécessaires pour être, on va dire, toujours dans le coup, entre guillemets, par rapport à ce qui est à faire.
Mais tu les testes, Franck, ou enfin vous avez une sorte de une fois par an, un moment où tu vas quand même vérifier quand même qu'ils sont à jour de tout ça, qu'ils sont capables. Toi, Hélène, t'as le COFRAC qui t'as été contrôlé par le COFRAC. Comment vos certificateurs, ils sont certains que les auditeurs, ils sont au niveau, quoi, et qu'il n'y a pas effectivement des personnes qui sont là mais qui ne devraient pas l'être. Moi, je vais être un peu cash, quoi. Bon, on va être cash. Il y a des personnes aujourd'hui, des auditeurs et des auditrices qui devraient ne plus en faire. Ça, c'est une certitude. Mais c'est une très faible minorité. Pourquoi? Parce que dans le cursus de qualification, alors on va refaire un peu l'histoire un tout petit peu. Au début, il y a eu évidemment un gros appel d'air, et donc on a eu besoin de beaucoup d'auditeurs. Donc ça veut dire que on a fait des qualifications vraisemblablement. Alors je dis c'est pas AFNOR compétence, ça c'est AFNOR certification qui qualifie. Nous on forme les auditeurs, il faut qu'ils valident ce parcours de formation, et ensuite il y a on va dire la partie AFNOR certification pour dire ok, tu as doublé auditeur ou auditrice tierce partie, d'accord. Donc il y a eu évidemment une opération grosse, pour obtenir et puis comme disait Sandrine, vous pensez pas qu'il y aurait autant d'OF qui allaient demander Calliope, hein. Je sais pas toi, Hélène, quand c'est que tu as commencé, mais en fait, au tout départ, il y a eu un gros appel d'air. on n'y croyait pas. Hein. Tout à fait. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui a obligé les certificateurs à la fois étoffer leurs équipes. J'en profite pour rebondir sur une question que j'ai vue. Je ne sais plus si c'est dans les questions ou autre chose, sur les besoins actuels en auditeur. Voilà, Gilles Durnou, y a-t-il un manque d'auditeurs par rapport aux besoins d'audit? Je t'encourage, Gilles, à aller voir la vidéo donc de lundi mardi de Huguette et Jimmy. Voilà, c'est ça. Où Jimmy avait l'air de dire que ça dépendait des régions. Voilà. Oui, donc je ne sais pas dans quelle région est Gilles. Effectivement, il y a encore des besoins qui ne sont pas satisfaits à l'heure où on parle dans certaines régions pour certains certificateurs. Donc, oui, parce qu'on est vraiment sur une logique, ce que tu évoquais tout à l'heure, Pascal, sur une logique plutôt régionale, locale. Comme on est sur une prestation qui se doit d'être la plus économique possible, ou à bas coût, comme vous voulez, forcément, il faut réduire les coûts. Donc, on va faire attention à avoir un auditeur qui est le plus près possible de l'organisme à auditer, ce qui peut soulever une problématique qui est celle de l'indépendance qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il va falloir, en termes de une des qualités attendues aussi d'un auditeur, c'est la déontologie, et dire désolé, mais l'entreprise que vous me demandez d'auditer, je les ai accompagnés il y a 6 mois, et donc je peux pas les auditer, quoi. Déontologiquement, c'est pas raisonnable. D'accord. Donc voilà, on sait pas forcément tout ce que vous faites. Tout à fait. J'ai eu le cas moi 2 fois. En fait, ça s'appelle une déclaration d'impartialité. Et donc 2 fois, je n'étais pas positionnée sur un audit, mais lors de l'organisation de l'audit, on s'est aperçu qu'il y avait un risque effectivement de partialité des auditeurs de la région ou d'auditeurs, voilà, parce qu'ils connaissaient l'organisme. On doit déclarer à notre certificateur nos autres activités et les liens professionnels ou personnels qu'on a avec certains OF et tout ça. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai été, une fois, je me suis déplacée à Clermont-Ferrand, parce que, effectivement, dans cette région, mon certificateur avait besoin d'un auditeur, effectivement, qui ne connaissent pas les organismes de formation que je devais auditer. Et donc, je me suis déplacée. Là, pour le coup, il y avait des déplacements parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit complètement impartial. Et c'est le cas aussi pour… Alors, je suis en boîte de portage. Et donc, ma boîte de portage, plusieurs boîtes de portage sont aussi organismes de formation. Et donc, évidemment, vous n'allez pas vous faire auditer par… C'est bon de le rappeler quand même, par une auditrice qui serait en boîte de portage dans la boîte qui est auditée. On est d'accord. Voilà. Donc, il est arrivé d'auditer des boîtes de portage parce que justement, les auditrices titulaires étaient, prévues, étaient de la même boîte. Voilà.
Mais comme on l'a dit, je crois mardi avec Franck et Huguette, n'hésitez pas, en tout cas pour ceux qui voudraient se lancer, qui avaient une appétence pour la qualité, qui avaient les qualités aussi qu'a cité Franck au début, postulez. Hein, il y a 36 certificateurs, il y a pas que Afnor, il y en a plein d'autres. Donc postulez, voyez là où vous êtes bien. Et puis effectivement, je pense que c'est un métier où ça tourne. Donc les besoins, ils seront là. Et je pense particulièrement aux régions où il y a quand même un peu moins de personnes. Donc oui, il y a une nécessité à ce que le métier soit toujours un peu en vue. Parce que comment va-t-on faire demain si les auditeurs disparaissent, quoi. Donc non, n'hésitez pas en tout cas effectivement à postuler. Il y avait une remarque un peu intéressante aussi. Oui, Franck. Oui. Alors je sais pas si elle même, mais effectivement, je lui passe une question qui est un peu technique là, mais soit elle est intéressante, je trouve. Celle du quel recours face à un auditeur qui demande un exemple de preuve et met une non-conformité parce que cet exemple est absent ou différent. Déjà, première chose, pendant l'audit, vous avez le droit, quand j'ai le droit, je pourrais presque dire le devoir, d'exiger de l'auditeur qu'il vous démontre au regard de l'exigence ou dans l'exigence, effectivement, il exigeait ce document ou cette forme-là. Donc ça, c'est le premier point. D'accord ? Je ne fomente pas la rébellion, mais c'est la première chose. Donc, il faut effectivement que l'auditeur soit capable de démontrer que l'exigence, effectivement, que les preuves qu'il vient de recueillir ne satisfont pas l'exigence. Et l'exigence, et là pour le coup, dans Calliope, il n'y a pas beaucoup d'exigences documentaires qui sont fixées, où on ne dit pas il y a un format attendu, etc. Donc là, c'est premier rideau. Donc si malheureusement on tombe sur un auditeur ou une auditrice qui est un petit peu campé sur ses positions, vous pouvez toujours éventuellement finir par accepter ou laisser faire la non-conformité. Lors de la réunion de clôture, vous signalez que vous désapprouvez, vous n'êtes pas d'accord avec cette non-conformité. Ça doit être signalé sur le rapport de contrôle, d'audit, pardon. Et accessoirement, vous pouvez aussi directement vous adresser à votre interlocuteur commercial, potentiellement, de l'organisme de certification pour lui dire, voilà, là on est en désaccord là-dessus. Et ensuite, la commission de certification, parce que c'est elle qui prend la décision, peut arbitrer ou peut demander des éléments, enfin voilà, pour ça. Oui, c'est bien de le préciser parce qu'on n'est pas à la merci de l'auditeur non plus. Vous avez un cadre qui, malgré tout, vous protège. Donc, c'est pas agréable pour le moment, mais voilà. Voilà. Et de toute façon, en fin d'audit, on doit rappeler la possibilité pour l'organisme de formation de déposer une plainte auprès un recours. Enfin, on appelle ça, c'est le certificateur qui va définir la procédure, mais c'est de notre obligation de préciser cela. Alors, c'est marrant parce que des fois, quand ça s'est très bien passé, et que vous rappelez cet élément-là, les personnes le prennent vraiment au premier degré en me disant mais pourquoi je porterais plainte, j'ai pas compris, ça s'est bien passé. Non, ça fait partie des choses que je dois vous dire à l'oral. Je dois donc valider de vous avoir informé de ça. Et donc là, dans ce contexte, c'est complètement ça tombe complètement à plat. Mais sachez que c'est dans mon obligation de vous dire ces phrases-là, quoi. Donc c'est assez drôle. Ouais. Je vois un peu les messages sur le chat, là. Voilà. Didier a été audité aussi par le COFRAC. Enfin, pas audité. Il a été... Avec la présence du COFRAC. Ouais. Je crois que c'est examiné le terme. Examiné par quelqu'un du COFRAC. Sur le coup difficile, mais après coup, une chance, car je m'appuie... D'accord, sur les retours de l'auditeur. En fait, ce qui est bien aussi, la partie intéressante du COFRAC, alors même si c'est stressant, le jour où ça tombe... Alors, c'est quoi rappelle-nous, Franck, est-ce que tu peux nous rappeler, si tu peux, l'obligation pour les certificateurs de se faire contrôler par le COFRAC une fois par an, c'est ça? Alors, je ne sais pas quelle est la fréquence complète, mais ça doit être à peu près ça. Et effectivement, donc c'est le Comité français d'accréditation, COFRAC, qui accrédite les organismes de certification pour qu'ils puissent délivrer des certifications. Donc, les organismes de certification sont eux-mêmes audités. Et accessoirement, ces audits, au-delà de l'organisation, il y a des audits sur le terrain. Hélène en a bénéficié, Didier en a bénéficié, effectivement, où un inspecteur du COFRAC, un examinateur, un évaluateur COFRAC. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus je crois que l'évaluateur. Et donc là, ce qu'il regarde clairement, c'est est-ce que tous les indicateurs sont bien examinés? Est-ce qu'on a bien des preuves? Et on n'oublie pas d'examiner les preuves. Donc, on regarde vraiment si le travail d'audit est correctement fait de façon à, effectivement,
confirmer la validité des certificats qui sont délivrés. Parce que il n'y a pas cette notion qu'on a pu évoquer d'être main lourde ou pas, c'est-à-dire qu'il faut que les choses soient faites correctement. Et c'est effectivement. Et donc, bien sûr, de contrôler ça. Oui, bien sûr, ce n'est pas le certificateur qui va choisir l'auditeur qui va être évalué. Ça tombe par voilà, mais on ne peut pas refuser. Et donc, effectivement, ça ajoute un petit stress supplémentaire. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que on doit informer notre responsable d'OF, qu'on va être donc audité par le COFRAC. Et donc, même le responsable d'OF, ça lui rajoute un petit stress supplémentaire. Il en a deux pour le prix. Mon auditrice est en train de se faire évaluer pendant ce temps. Enfin bon, voilà, c'est un peu comme à l'école quand notre professeur était évalué. Voilà, l'inspecteur. Ouais, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser quand ça m'a tombé dessus. Je me suis dit, tu es une institutrice et tu as le rectorat ou enfin je ne sais plus l'inspecteur d'académie qui vient valider tes pratiques, quoi. C'est ça. Et, il y avait une remarque de Suzanne là si on conclut un peu sur vos conseils pour que peut-être aussi pour les prochains audits, même pour ceux qui passent le renouvellement là cet automne. Suzanne nous parle de la présence des accompagnateurs indépendants qui sont présents pendant l'audit. Quel est ton point de vue, quel est votre point de vue sur le sujet? Alors Franck, déjà sur la théorie, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur le fait que, pardon, il y a des accompagnateurs. Vous avez quelqu'un qui n'appartient pas à l'OF, mais qui est là parce qu'il a une prestation. Donc la prestation peut être ponctuelle pour l'audit, ou il peut avoir accompagné l'OF pendant plusieurs mois pour mettre en conformité, et il assiste à l'audit. Alors il ne peut assister à l'audit qu'avec l'autorisation de l'organisme de certification. Voilà, c'est ça. Et accessoirement, potentiellement, c'est non. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas à être là, ou s'il est là, il est en strict observateur et il n'ouvre pas la bouche. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, ça m'est arrivé. De toute façon, dans ce cas-là, on doit rappeler en tant qu'auditeur que, effectivement, on s'adresse au responsable de l'organisme de formation, que c'est à lui de présenter les preuves, que c'est à lui de faire, effectivement, de discuter avec nous, et que l'accompagnateur doit juste avoir une position d'observateur. Voilà. Et donc, ça peut arriver de devoir recadrer sur tel indicateur, de dire, voilà, écoutez, je vais laisser monsieur machin parler plutôt que, voilà. Parce que c'est effectivement l'accompagnement. Il m'est arrivé, moi, des fois, qu'on me demande, en tant qu'accompagnatrice, donc dans mes activités séparées, parce que je n'accompagne pas, bien sûr, les organismes que j'audite, et inversement, on m'a demandé si je voulais venir, si je pouvais venir. Moi, en tant qu'auditeur, j'ai dit non, parce que moi, j'estime que je préfère avoir une relation en one-to-one avec le responsable de l'organisme. Et je trouve que si un accompagnateur a bien préparé son organisme de formation, l'audit se passe bien et l'organisme est autonome et il a juste bien trié ses documents, il sait parler de son activité et il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui lui tienne la main pendant l'audit. Il y avait une remarque, une question de Clémentine, je crois, sur qu'est-ce que effectivement envoie l'auditeur avant l'audit, donc le plan d'audit. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'auditeur, de l'OF? Alors, il y a l'accueil, évidemment, de bien communiquer. Il y avait ce point, toujours, Hélène, qui revient sur qui rappelle à qui la date de l'audit. Enfin, voilà, des choses où, clairement, il y a des moments où il y a des plantades. L'auditeur n'est pas venu, on m'a pas rappelé, du coup, j'ai plus mon certificat. Enfin, il y a plein de moments qui sont un peu pas très clairs. Vous, en tant qu'auditeur, qu'est-ce que vous attendez des OF pour que ça se passe bien? Alors, sur le fond comme sur la forme. Il y a deux choses. Il y a le fait de dire, c'est un peu comme le contrôle technique de la voiture. Vous avez certains organismes de contrôle technique qui vous envoient un mois avant en disant coucou, fais attention, tu as ton contrôle qui va pas tarder à finir. C'est pas le cas, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas avec tous les organismes de certification, mais c'est pas le cas forcément de tous les organismes de certification qui font ça. Et à ma connaissance, je pense savoir que AFNOR Certification ne le fait pas, sauf que, en fait, on demande aux auditeurs de prendre date tout de suite, à l'issue de l'audit, si on sait qu'il y a l'audit de surveillance, de prendre tout de suite date pour l'audit suivant.
Donc ça, c'est la règle hein, qui a visiblement été installée pour que justement on se retrouve pas à se dire bah, qui appelle qui, quand est-ce qu'on fait, enfin voilà. Donc ça, c'est une façon déjà de faire si c'est ça la question. Après, sur qu'est-ce qu'on attend effectivement de l'audité dans la relation, bah, c'est évidemment de donner les documents qui sont demandés et exigibles, pas forcément ceux qu'on a envie, mais ceux qui sont exigibles, et c'est par décret. Hein. Je voyais une question d'ailleurs tout à l'heure, ça fait un moment, c'est pas grave, mais la durée d'audit, y compris de surveillance, elle est définie par arrêté. Donc on ne peut rien changer là-dessus, hein, pour info, hein, d'accord ? C'est pas l'organisme de certification qui décide, c'est l'arrêté qui a été défini là-dessus. Donc par rapport aux documents, bah, les documents qui sont exigibles au regard de la certification, et dans un délai qui permet de les regarder tranquillement, voilà, pas la veille pour le lendemain si c'est possible, et ça permet de confirmer un peu le plan d'audit aussi éventuellement par rapport à ça. Après, bon, sur la relation humaine, c'est à l'auditeur de faire le nécessaire effectivement pour que l'auditrice, de faire que la relation soit bienveillante d'abord de son côté, et ça facilite qu'elle le soit réciproquement, et de mettre en posture effectivement malgré tout de partenaire, et pas de voilà, attention, je vais venir vous inspecter, méfiez-vous, quoi. Pas du tout dans ce logique-là. Et c'est très majoritairement pas du tout la posture qu'on rencontre chez les auditeurs. Mais je dis pas que ça s'est jamais vu. Hein. Pour aller dans ton point, je dirais aussi attention à ce que vous mettez dans votre BPF. Je me retrouve des fois avec des personnes qui mettent des choses dans le BPF. Alors typiquement, c'est le comptable qui a fait le BPF, et le comptable, visiblement, la formation, c'était pas sa passion. Donc, il a rempli le BPF un petit peu, je vois que, voilà, je fais rire Franck, mais on se retrouve avec un BPF avec des erreurs ou au moins des inapproximations qu'on va devoir effectivement enquêter pour savoir, par exemple, est-ce que vous faites du CPF, est-ce que vous avez de la sous-traitance, hein, fameux sujet, est-ce que vous êtes sous-traitant, est-ce que vous avez de la sous-traitance, est-ce que vous faites du distanciel, parce que maintenant, il y a des obligations spécifiques concernant le distanciel. Et donc, c'est important hein, de faites remplir votre BPF par des gens qui connaissent la formation et qui connaissent les exigences Calliope. Ça vous aidera à avoir un BPF qui reflète vraiment votre activité, et ça évitera à l'auditeur de devoir se dépatouiller entre ce qu'il a voulu dire en remplissant ça, oui, mais en fait, non, regardez tel document. Enfin bon, c'est comme le BPF est un des documents centraux qui va permettre de préparer l'audit. Ouais. C'est important de savoir ce qu'on met dedans. Et après, effectivement, des fois, il y a des OF indépendants où vous allez chez eux. Donc, j'imagine bien qu'il faut une pièce adéquate, évidemment. C'est pas toujours facile. Ou alors de louer un espace adapté. Voilà. Il y a plein de possibilités. Oui, effectivement. Je vois le message de Michel qui dit qu'il a fait un audit dans la cuisine du gérant d'un organisme. Pourquoi pas, mais c'est bon. Oui. J'ai déjà eu des audits dans la cuisine avec un écran, la personne avait déplacé son écran. On n'est plus près de la machine à café, donc c'est un avantage. Non, je rigole. Pour vous dire, si la personne est, enfin, moi j'ai pas eu de mauvaise expérience dans les cuisines ou dans les salons ou dans voilà. À partir du moment où vous avez du Wi-Fi, où vous avez un écran. Que la personne a préparé son audit, qu'elle a un ordinateur, qu'elle a rangé ses dossiers, qu'elle peut vous présenter les éléments de preuve de façon facile, accessible et rapide, que ce soit dans la cuisine ou pas. Le lieu n'importe moi. Je préfère avoir une cuisine qu'avoir une salle de formation qui n'est pas où l'écran n'est pas bien positionné, où il faut se tourner. Enfin, voilà. Oui. Bon, de toute façon, vous savez, on s'adapte, hein, c'est le principe. C'est un peu comme quand on est formateur en intra. De toute façon, on fait avec ce qu'on a sur place. Complètement. Ouais. Voilà. Alors Audrey dans le chat a signalé effectivement le fait d'informer sur les changements de l'organisme. Donc ça c'est vrai, hein, tout à fait raison. Et notamment,
enfin avant, surtout si vous ajoutez des types de prestations, c'est-à-dire que vous faisiez que EF et vous faites maintenant du bilan de compétences, ou vous n'aviez pas de formation certifiante, maintenant vous avez des formations certifiantes. Voilà, ça c'est quand même sympa effectivement quand on est auditeur et auditrice de savoir à l'avance que forcément le périmètre va changer et que certains indicateurs qui n'étaient pas mis en œuvre sont mis en œuvre cette fois-ci. Voilà. Ouais. Ben, c'est ça en fait, communiquer avec votre certificateur, voilà. De toute façon, si vous avez des questions, il faut poser des questions au certificateur. Hein. Après, il faut qu'il ça fait partie aussi des indications qu'on va donner à la fin de l'audit. Une fois qu'on a signé le rapport et que voilà, on doit indiquer que l'organisme est censé nous communiquer tout type de changement. Alors, ça peut être un déménagement d'adresse de siège social, ça peut être une ouverture d'un nouveau site, ça peut être effectivement une extension d'une nouvelle action de formation. Enfin, tout ce qui peut impacter le prochain audit doit être mis en évidence. Et puis même, par exemple, moi, je prends un exemple, quand l'auditeur vous indique, par exemple, qu'en 2025, il va déménager, il va changer de région ou il va changer d'activité, voilà. Et il vous l'indique pendant l'audit. Moi, il m'arrive effectivement de noter dans mes constats d'audit que en 2025, un projet est envisagé pour que ensuite on puisse tracer, que le certificateur puisse tracer pour le prochain audit. Que effectivement peut-être qu'il y a un changement d'adresse, donc ça veut dire changement d'éditeur, peut-être changement adaptation du numéro de déclaration d'activité, changement de RIT, enfin bon, tout ce qui fait la vie de l'OF. Oui. Et plus on est informé, plus le certificateur va être informé, plus il va pouvoir suivre son organisme, son client de façon près et efficace. Et puis effectivement aussi, si vous avez des passations à faire au sein de vos OF, quand c'est possible, donnez le maximum d'infos à celui qui va vous remplacer, parce que je pense que tu avais eu des cas, Hélène, où il y avait des changements en interne et les gens se retrouvent à gérer Calliope sans avoir aucun passif, et là c'est compliqué. Là. Je prends malheureusement, c'est la vie d'une entreprise, donc vous n'avez pas la main dessus. Dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'ai des organismes de formation dont le business se développe et youpi, et ils ont plein de formateurs et ils sont fiers d'annoncer 18 mois après qu'ils ont augmenté leur formation et tout. Il y en a qui ont dû licencier aussi. Il y a des gens qui ont dû licencier des personnes. Donc, ils vont vous expliquer qu'avant, ils étaient 4 et que maintenant, il est tout seul parce qu'il a dû se séparer de ses 3 collaborateurs. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et j'en profite pour rebondir sur la question de Valérie Deltage qui dit la direction de l'OF a changé, les orientations aussi. Est-ce que nous devons prévenir en amont, prévenir l'auditeur? Moi, de toute façon, dans les éléments que l'OF est censé transmettre avant l'audit, il y a l'organigramme. Et donc, quand vous transmettez l'organigramme, précisez effectivement depuis quand la direction est partie, ou s'il y avait un monsieur Calliope et que monsieur Calliope est parti au mois de juin, voilà, précisez que vous avez repris le dossier depuis juillet. Enfin, tous les éléments de contexte de la vie d'une entreprise qui permettront à l'auditeur de comprendre un peu les différents process et la vie de l'organisme. Que ça soit des éléments de type commercial avec des clients en plus, des clients en moins. Il m'est arrivé, moi, que j'ai des OF qui me disent j'ai perdu mon client principal. Il faisait 60% de mon chiffre d'affaires. Je l'ai perdu. Donc, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et puis, en 18 mois, il s'en passe des choses, de toute façon. De l'autre côté, il y a des OF, on a plaisir, des nouveaux entrants qu'on accompagne comme ça et qui cartonnent et c'est des exemples de réussite formidables et à la limite presque Calliope leur a servi presque de squelette à leur développement professionnel. Tout à fait. Merci à tous les deux. On va conclure ce dernier webinaire. Moi, ça m'a en tout cas fait vraiment plaisir de vous recevoir, de faire ces 3 jours avec vous. Je pense que comme disait Michel, on va continuer, on va poursuivre. L'idée, c'est que vraiment c'était une première édition et qu'on la renouvelle régulièrement. On invitera d'autres certificateurs. Là, on a commencé avec vous, mais il y en aura plein d'autres qu'on pourra inviter. On pourra parler aussi peut-être des prochaines versions de Calliope. On parlait de la FAQ aussi, la DGEFP. Donc, on a des FAQ qu'on attend aussi. Peut-être qu'il y aura des actualités
Donc, je pense que 2025… À 4h23. Oui, la veille, on continue la veille de toute façon, dans tous les sens. Et merci aux quelques auditeurs qui nous ont écoutés, qui étaient présents. On pense à vous. On sait que le métier est pas facile et puis on espère que d'autres personnes vont aussi se lancer ces prochains mois. Et puis bon courage à ceux qui passent leur audit de renouvellement en septembre. Je pense qu'on a quand même pas mal encore, Hélène, c'est ça. Il y a une bonne foyer d'OF qui passe leur audit. On a toujours des nouveaux entrants, hein, donc des nouveaux entrants qui arrivent. Bienvenue aux nouveaux entrants et on espère que Calliope va vous permettre de développer votre activité, de la structurer. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, les nouveaux entrants me disent j'étais contente parce que ça m'a vraiment permis de formaliser mes process et de me structurer et de développer le business. Super, merci beaucoup Franck. Merci Hélène et puis merci à tous et puis très belle fin de semaine et à très vite alors. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir.